On est bien d'accord qu'une aventure dans l'espace, on appelle ça un space opéra. Mais une aventure sous les mers, vous appelez ça comment? Ocean opéra? Sea opéra? Water opéra? Flak opéra? Aquaman. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusque là, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Aquaman, c'est un peu une sorte de branlette, mais pas genre la branlette que tu te fais tout seul à minuit en mode triste. Celle que tu te fais puis après tu fermes Pornhub de manière dégoûtée de ta vie et de tes ambitions, de tes objectifs. Plutôt la branlette par une hôtesse de l'air à genre 20 000 lieues au-dessus de la mer. Putain, cette référence à Jules Verne. La branlette Dutch Qualitat, ce genre de branlette là, ça c'est Aquaman. Ce film a vraiment tout fait pour satisfaire le client, le spectateur, comme une branlette quoi. Aquaman, je l'attendais pas particulièrement, en fait je m'en foutais un peu, mais je suis en pleine période d'examen, pleine période de partiel, et genre ma vie c'est de la merde, tu vois. Et j'avais besoin d'un film un peu pour décompresser. Je voulais juste un film divertissant, sympa, tu vois, avec quelques défauts, mais que je passe un bon moment devant. Et au fait, le film a tout fait pour que je kiffe. Un peu de la même manière que je kiffe un Pacific Rim, tu vois. Faut que j'arrête de vous tutoyer. Dans le sens où il va faire des trucs tellement bien, des trucs complètement kitsch, mais d'une manière tellement jouissive, tellement satisfaisante, que tu mouilles un peu. Pas physiquement, tu vois, mais genre des yeux. Genre, t'es une larme de bonheur, tu vois. Quand je vais voir King Kong versus Godzilla, je vais avoir des larmes de bonheur. Bah là, c'était pareil. Aquaman, forcément, c'est l'histoire, c'est l'origin story de Arthur, Aquaman, grosso modo. Arthur a été abandonné par sa mère quand il était enfant, sa mère qui est tombée amoureuse d'un humain, mais qui a été condamnée en tant que traître d'Atlantide, d'Atlantis, ou Atlantide. Je crois que dans le film, ils disent Atlantis en VO, mais je crois que les sous-titres, c'est Atlantide. Bref, sa mère a été condamnée, trahie et renvoyée dans les bas-fonds pour mourir. Et Arthur a donc grandi avec son père et est devenu Aquaman. Enfin, il est devenu Aquaman parce qu'il a des super pouvoirs, il parle aux poissons et parce que bah c'est un Atlantidien. C'est quoi le gentilé des gens qui habitent Atlantide? Bref, c'est un mec qui vient d'Atlantide. J'ai beaucoup aimé Aquaman, en plus du fait que bah ça m'a donné du plaisir aux yeux, genre visuellement, dans les choix de scénario, dans les choix artistiques, c'est un vrai plaisir à regarder. Mais aussi parce que je vois ce qu'essaie de faire le DCEU, ou maintenant ils appellent ça le World of DC. En fait, ils essaient de faire Marvel. Mais c'est une bonne chose. Et franchement, pour les gens qui ont vu le film, si la fin du film c'est pas juste Marvel, en parlant un spoiler évidemment, vous avez tort. Ils ont envie que leur Aquaman soit un peu le Iron Man de leur nouvel univers qu'ils vont bâtir, avec des films solo et à la fin repartir sur Justice League, je suppose. Et je suis totalement pour cette idée. Je veux bien reavoir des films solo avant de repartir dans Justice League. Parce que là, on a eu un Wonder Woman film solo vraiment efficace. Qu'on aime ou pas, c'était efficace. On a un film Aquaman vraiment super efficace et bien foutu et bon. C'est le meilleur film du World of DC. De loin, c'est le film qui a le plus compris ce qu'il aurait dû être, ce qu'il a été, et ça ne déçoit pas du tout. Mais j'aime bien cette démarche vers Marvel, faire ce que Marvel a bien fait et le refaire avec DC. À ce stade-là, j'aurais vendu DC chez Marvel, hein, clairement. Mais là, ils font les choses bien et j'ai de nouveau foi dans le DC Universe, dans le World of DC. Par contre, DC Extended Universe, c'était un meilleur titre. Donc c'est pour moi, à mes yeux, une sorte de soft reboot de l'univers, même s'ils admettent très bien que Justice League existait, ils se cachent pas du tout de ce qui s'est passé avant, mais dans la forme, c'est une sorte de reboot du DC Extended Universe. Je vais jamais l'appeler World of DC parce que je trouve ça nul comme ça. Il y a une vraie ambition de rendre Aquaman l'un des piliers, l'un des personnages les plus importants du DC Universe, et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait. Beaucoup vont comparer Aquaman à Thor Ragnarok, ou à Thor tout simplement. Je ne comprends pas ces gens. Les gens qui vont comparer ce film Aquaman à Thor Ragnarok, je pense que vous n'avez pas compris Thor Ragnarok. L'objectif de Thor Ragnarok, c'était complètement de démystifier Thor, de le rendre plus humain, de créer de l'empathie envers Thor, et en cassant son image de demi-dieu, pour qu'après, il puisse se reconstruire dans Avengers Infinity War. Chose qui s'est passée. Dans Aquaman, on n'a pas du tout de déconstruction du personnage d'Aquaman, c'est bien l'inverse qui s'y passe, c'est une mystification totale et complète d'Aquaman, et c'est pour ça que le film est bien. Le film, c'est une sorte d'odyssée du héros, c'est pour ça que c'est bien. Ça m'a fait penser au film de Sam Raimi, parce que c'était une sorte d'odyssée du personnage, avec énormément d'éléments kitsch. Aquaman, c'est un film très kitsch. Après, ça reste un mec qui parle à des poissons, donc c'est normal que ce soit kitsch. Mais dans les costumes, dans les décors, dans les choix de scénario, c'est kitsch. Mais j'ai adoré ce film de la même manière que j'ai adoré les Sam Raimi. Parce que les Sam Raimi, au moins, ils avaient la volonté de raconter l'histoire de Spider-Man. Aquaman, ça a la volonté de raconter l'odyssée et l'histoire d'Aquaman. Franchement, Sam Raimi aurait pu faire ce film, clair et net.
correct dans le mythos du film, je veux dire, pas du point de vue de la mise en scène. Donc Aquaman, c'est vraiment une mystification totale d'Aquaman avec une très forte imagerie. Il y a de très beaux plans dans ce film, mais ils sont beaux parce que genre ils te branlent un peu les yeux. Ils vont te montrer des trucs genre des capes au ralenti. Là où dans Batman v Superman c'était un peu nul parce qu'une cape au ralenti c'est drôle. Une cape au ralenti c'est pas dramatique, c'est marrant, c'est beau, c'est joli. Dans Batman v Superman c'était dramatique et ça marchait pas du tout. Là ils ont des capes au ralenti à un certain moment, vers la fin il y a une cape au ralenti et c'est méga badass. C'est badass parce qu'on sait que c'est pas prendre au sérieux, genre pas à 100% en tout cas, ou du moins parce que l'univers du film a fait que c'est un peu kitsch et ça vous permet de mettre une cape au ralenti. Mais il y en a plein des plans comme ça, il y a plein de plans où tu vas voir Jason Momoa au ralenti avec son trident et tu dis deux choses, tu dis que ça peut marcher que sur Jason Momoa et que c'est stylé parce que c'est un mec qui parle aux poissons. Et c'est pour ça que c'est bien, parce que le film a une sorte de tonalité qui te permet de faire des trucs et de faire avoir des trucs très sérieux, chose que le film a, avoir des moments très émouvants, chose que le film a, et en même temps avoir des moments complètement what the fuck, où j'entends des requins qui vont bouffer des gens. Mais c'est fait d'une manière tellement jouissive et tellement logique dans l'ancrage de l'univers qui marche bien. Du coup c'est kitsch, c'est drôle et c'est touchant en même temps. Et c'est bien. Donc il y a un vrai travail qui est fait sur l'image, sur l'iconographie des personnages, surtout le personnage d'Aquaman interprété par Jason Momoa. Il y a aussi une excellente, à mes yeux, direction artistique. Il y a un truc tout bête dans le film qui a eu lieu, mais c'est tout con, mais ça m'a rendu compte à quel point ils ont fait attention à leur univers. Il y a un moment, t'as un personnage d'Atlantide qui veut verser de l'eau dans un récipient. Il est sur la terre ferme, du coup il a pas vraiment de récipient. Et c'est logique qu'il n'y ait pas de récipient pour un univers où il y a de l'eau tout le temps partout. Du coup le mec il fait quoi? Il prend un coquillage, il met de l'eau. C'est un truc tout con, mais c'est méga logique. T'as pas besoin de récipient pour de l'eau, Atlantide, t'as pas de bouteille, ça sert à quoi? Il y a de l'eau partout. Il y a des trucs drôles comme ça, tu vois, genre dans Atlantide, il y a une douane. En mode, on va arriver à Atlantide comme ça, la one again. C'est une douane pour les autres royaumes d'Atlantide, parce qu'il n'y a pas que le royaume d'Atlantide, il y a d'autres civilisations. Mais ça me tue qu'il y ait une douane. C'est drôle, tu vois, qu'il y ait une douane des poissons. J'ai trouvé ça bien, c'est du bon world building. J'ai trouvé ça bien que les gens d'Atlantide, ils sont sur des poissons. Ils ont des engins sous-marins qui pour eux sont pas sous-marins, mais du coup aériens, en forme d'animaux qui volent, enfin dans leur univers qui volent. Nous, notre avion, il ressemble à un oiseau. Eux, leur vaisseau, il ressemble à des poissons. C'est logique. Il y a des moments, il y a des gens d'Atlantide sur des hippocampes, mais putain, mais c'est trop bien. Il y a un vrai amour pour l'univers, il y a un vrai amour pour le world building, pour le contexte. C'est un film très très dense, du coup, il y a un millier d'exemples. Je sais que j'ai oublié plein de scènes méga importantes et cool dans le film, dans la partie spoiler, mais il y a eu un vrai amour pour l'univers d'Aquaman et un vrai amour pour la direction artistique. Certes, les armures des gens de l'Atlantide sont dégueulasses quand ils sont dehors, mais quand ils sont sous l'eau, elles sont stylées. Mais c'est normal qu'ils soient dégueulasses dehors, c'est moche une armure. Surtout une armure qui est faite pour être sous l'eau. Et c'est fait de manière à être sous l'eau un peu. On ne dirait pas des armures que tu porterais dans la vraie vie, parce que c'est fait un peu comme des vagues à certains moments, ou comme un peu des poissons plus costauds. Vous savez, les poissons qui ont des pics et des armures, ce genre de délire là. Bah c'est fait un peu comme ça et du coup c'est bien. En fait, ils ont pris le vrai monde et ils l'ont mis sous l'eau. Mais oui, mais c'est ça, mais c'est du génie. Il y a un vrai amour pour le background, on va souvent te parler des mythes de l'Atlantide, on va te les expliquer, il y aura beaucoup de scènes d'exposition, un peu à la Seigneur des Anneaux. Il y a une sorte d'histoire un peu comme ça, qui est très bien foutue et qui rend l'histoire plus mythique et plus grande, plus légendaire. C'est vraiment une odyssée, quoi, et ça, j'ai adoré dans le film. Ça, j'ai surkiffé parce qu'ils ont fait ça bien, proprement et avec beaucoup d'amour. Donc la direction artistique, surtout, a un passage absolument incroyable dans le Royaume de la Fosse, qui était plus un film d'horreur et de loin l'une de mes scènes préférées. On aurait dit un film d'horreur et tu ressens bien la patte de James Wan qui adore les films d'horreur, qui en a réalisé beaucoup, et tu sens bien qu'il a kiffé cette scène-là, et je pense qu'il y a une vraie patte artistique du film d'horreur dans cette scène-là. L'une des meilleures scènes du film, le passage dans la fosse. D'ailleurs, toutes les créatures qui sont dans la fosse, incroyables, j'en parlerai en spoiler bien évidemment. Il y a une vraie logique, il y a une vraie cohérence, basée sur un univers un peu kitsch, mais il y a une logique. C'est logique que le truc qui bute les gens sous l'eau soit la lave, dans la vraie vie aussi, mais c'est logique aussi, tu vois, sous l'eau. Que l'ennemi de l'eau soit la lave, parce que ça reste la terre, ça reste genre de la lave en dessous. La terre, c'est une masse de lave, plus ou moins. Donc j'ai beaucoup aimé leur logique, j'ai beaucoup aimé leur cohérence et j'ai beaucoup aimé leur travail sur la direction artistique qui est l'imagerie, la photographie et l'iconisation des personnages. J'ai aussi complètement adoré la réalisation de James Wan. Il y a quelques choix que moi j'ai trouvé un peu bizarres dans les choix de mise en scène, mais toutes les scènes d'action, il y a énormément de plans séquences qui sont un peu faux. Vous savez, avec la caméra virtuelle qui se balade un peu comme dans Kingsman, cette caméra qui fait des mouvements complètement impossibles dans la vraie vie, mais qui fait des mouvements qui te donnent une sorte de plan séquence archi fluide, et ça marche bien, genre c'est vraiment entraînant. Il y a une sorte de scène où genre on tourne autour d'une pièce de nombreuses fois, et tu vois la scène d'action autour, et toi t'es juste en train de tourner autour, et c'est vraiment divertissant, et c'est bien fait. Les effets spéciaux, c'est pas parfait non plus, parce que c'est dur d'animer de l'eau, et c'est vrai que des fois quand t'as des personnages qui sont sous l'eau avec leurs cheveux, c'est un peu ridicule, c'est vrai. Surtout Dolph Lundgren, mais bon, voilà. À certains moments, l'eau
vidéo est pas très bien faite, mais c'est pas dérangeant. Et à certains moments, les requins sont pas ouf. Mais encore une fois, c'est pas gênant. C'est vraiment divertissant à regarder. Et James Wan, il aime beaucoup ces transitions. T'as l'impression que le film est super fluide. Il y a très peu de cuts archi-brupts. Et quand t'as un cut qui est méga abrupt, tu te rends compte parce que ça fait bizarre. Et en fait, tu te rends compte que tout le film est fait de transition à transition. Genre, t'as beaucoup de moments où la caméra va traverser endroit à endroit. Tu vas changer de scène. Ça va traverser une vitre de voiture, une vitre d'aquarium. Ça va traverser plein d'endroits comme ça. Et il va y avoir des transitions par rapport à ça. Un truc tout bête qui fait beaucoup, c'est qu'il tourne beaucoup autour des personnages et il change de scène. Genre, il va tourner la caméra derrière l'épaule de quelqu'un. Et là, il y a une scène. Et là, il y a une autre scène. J'ai l'air d'un cassos comme ça. Il y a un vrai travail de transition. Il y a un vrai travail de rythme. Tu t'ennuies jamais. Il y a deux scènes bizarres dans le film, sans spoiler, où il y a des scènes en musique vraiment bizarres qui sortent du tas. Parce que la musique est vraiment bien. T'as un vrai leitmotiv. Et j'adore le leitmotiv au cinéma. Aquaman, il a un vrai leitmotiv. Atlantide a un vrai leitmotiv. Et je kiffe ça. Un leitmotiv, c'est une répétition de musique. En gros, c'est que de temps en temps, quand t'auras un X personnage, tu vas mettre X musique pour savoir que c'est la musique du personnage. Chose qui a beaucoup été faite dans les premiers Star Wars. Enfin, d'ailleurs, dans tous les Star Wars. Et dans le Seigneur des Anneaux et dans le Hobbit. C'est pour ça que je dis qu'Aquaman, c'est un peu l'enfant noyé de Seigneur des Anneaux et Star Wars. Il y a d'autres comparaisons, surtout sur une énorme bataille à la Seigneur des Anneaux et une sorte de combat spatial aquatique, du coup, vu que c'est aquatique, c'est pas spatial, mais avec des vaisseaux un peu à la Star Wars, complètement Star Wars, du coup, il y a des vraies inspirations de là. Et c'est normal, Star Wars, c'est l'Odyssée du héros, Seigneur des Anneaux, c'est l'Odyssée du héros, ça ressemble. T'avances dans l'histoire, tu sais où tu vas, c'est bien rythmé, c'est bien foutu, tu t'ennuies jamais. Il y a aucun endroit où c'était du mou, genre 2h30 le film, presque, et je me suis jamais ennuyé. Il y a pas un seul moment où je me suis dit, c'est chiant. C'est un exploit, c'est génial. Les seuls défauts que j'ai un peu par rapport au film, mais je les ai un peu éclipsés parce qu'ils sont pas très importants à mes yeux et ils vont pas gâcher l'expérience, c'est que le jeu d'acteur souvent est pas oufissime. Amber Heard est pas très bonne dans le rôle. Je sais que vous allez dire ouais elle est bonne, oui physiquement elle est bonne, mais dans le rôle je l'ai pas trouvé très convaincante. D'ailleurs la relation entre elle et Arthur je l'ai pas trouvé non plus flagrante, j'ai pas trouvé une vraie empathie entre les deux. Je me suis pas vraiment attaché à leur histoire sauf à la toute fin, mais il fallait y arriver à cette toute fin, ça a mis du temps. Leur dichotomie était pas oufissime. Le méchant principal du film je l'ai pas trouvé non plus, c'est Patrick Wilson qui l'incarne, mais je l'ai pas trouvé incroyable non plus. On comprend ses motivations, mais il a pas eu le charisme pour moi pour être un bon méchant. Mais c'est pas très grave parce que c'est pas vraiment son histoire, c'est pas vraiment le conflit entre Aquaman et le méchant. L'histoire du film, c'est plus l'Aquaman qui devient Aquaman et le méchant est juste là parce qu'il est méchant. Ça m'a fait penser au Gardien de la Galaxie un peu de ce point de vue-là, c'est que Ronan dans les Gardiens de la Galaxie, c'est le faux méchant du film, dans le sens où le vrai combat des gardiens, c'est bien de s'entendre entre eux plutôt qu'affronter Ronan. La finalité, c'est affronter Ronan de la même manière que dans Aquaman, la finalité, c'est affronter le méchant, mais c'est pas l'objectif du film, c'est pas la thématique du film. Et en parlant de thématique, ça parle d'écologie, forcément, bah, c'est évident parce qu'ils en parlent parce que voilà, il faut bien. C'est pas le cœur du film, mais ils en parlent à un moment. Et sinon, ouais, mise en scène bien, photographie bien, musique bien, un personnage, bon voilà, c'est là que c'est pas terrible. J'aurais aimé que le père d'Aquaman ait une place plus importante dans le film. J'ai bien aimé la direction artistique, enfin, c'est bien. Je sais plus quoi dire avant de spoiler, mis à part ces moments musicaux bizarres dans le film. Ah oui, il y a un méchant aussi secondaire dans le film qui c'est Manta. Son costume est ridicule, mais moi je l'ai bien aimé, je l'ai trouvé super kitsch. Je sais que je suis allé voir le film avec Valou, et Valou il a pas du tout aimé le costume. Moi je l'ai trouvé vraiment cool, genre c'était kitsch, mais c'était bien, c'était marrant, c'était genre ça faisait BD, j'ai trouvé ça cool. Lui est pas assez développé je trouve, mais pour X raisons que j'expliquerai plus tard. Mais ouais, c'est cool, franchement Aquaman, c'est une grosse surprise, c'est l'un des films les plus divertissants, les plus satisfaisants de l'année. Il y a des moments, j'ai été content, juste j'ai été content de voir ça à l'écran parce que c'est cool. Donc oui, je conseille Aquaman, c'est donc le grand film de fin d'année. J'avais eu tort dans ma dernière vidéo où je disais qu'il n'y avait pas de grand film en fin d'année. J'ai complètement sous-estimé Aquaman. Je suis bien content d'avoir apprécié ce film, et plus que ça, je l'ai vraiment adoré. Il y a moyen qu'il se glisse dans une liste de fin d'année, je sais pas encore laquelle. Il y aura plein de listes de fin d'année, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous voulez la liste des meilleures séries, c'est déjà sorti. Donc je vous conseille Aquaman, allez voir Aquaman, car moi, je vais commencer à spoiler. Ok, spoiler, ça va être un peu compliqué parce qu'il se passe beaucoup de choses, donc il y a moyen que j'oublie énormément de choses, du coup je vais essayer d'y aller doucement, petit à petit. La première scène du film, c'est donc Nicole Kidman qui arrive, qui rencontre le père de Arthur, la manière dont il tombe amoureux et la manière dont elle se fait reprendre par le royaume d'Atlantide. Et c'est dès ce moment-là qu'on voit la mise en scène de James Wan avec la caméra qui tourne autour, cette fausse caméra vraiment qui tourne autour d'une pièce, et on voit Nicole Kidman se battre avec les différents gardes d'Atlantide. J'ai bien aimé cette idée de mise en scène. Il y a une idée de mise en scène que je voulais pas spoiler dans ma critique en version non spoiler. J'ai adoré cette scène en Italie, en Sicile, où on suit en plan séquence un sbire. Alors vous savez, le mec en rouge, on le suit traverser plein de bâtiments. J'ai adoré l'effort qu'a fait James Wan à suivre ce mec super pas important et qui se fait déglinguer juste après. Pendant plusieurs scènes, on le suit traverser des bâtiments juste pour que lui arrive à faire mal pendant une seconde à Mera. Je sais pas comment ils vont le traduire en français. Mira ou Mera. Donc t'as toute cette scène où tu suis ce personnage que tu connais pas, mais tu le suis d'une manière tellement divertissante parce que le plan séquence est bien foutu. On dirait un mélange de plan séquence et de
caméra épaule et à un moment, enfin c'est n'importe quoi genre. Et c'était super cool, c'était vraiment super cool à voir. Alors que c'est un sbire, c'est personne ce mec. J'ai bien aimé le fait qu'ils aient pas fait de Arthur un mec, un gamin qui se fait harceler dès qu'il est petit et qu'on passe pas trop de temps à le voir petit, mais tu vois qu'il a une sorte de code de l'honneur parce qu'il aide ce sous-marin, parce qu'il a envie d'aider les gens et de profiter de ses pouvoirs, parce qu'il a un bon fond, même s'il a du mal par rapport à Atlantide, parce que forcément c'est Atlantide qui a tué sa mère et c'est à cause de lui, de sa naissance grosso modo, qu'Atlantide ont banni sa mère et l'ont exécuté entre guillemets, même si on sait qu'après elle est en vie. Mais c'est vrai qu'au début j'ai eu du mal avec Mira et Arthur, enfin j'y croyais pas trop. En plus Amber Heard c'est pas la meilleure des actrices, je l'ai pas trouvé très convaincante dans le rôle. J'ai bien aimé la scène où Arthur décide de sacrifier le père de Manta et qui s'en veuille après, genre à la fin, parce qu'en vrai il aurait pas dû le laisser mourir le père du mec parce qu'il a un bon fond au final et il regrette après, et c'est un peu ça qui fait son héroïsme au final, c'est que c'est le regret d'avoir laissé tomber cette personne et de s'être fait un ennemi sur ça, parce que sinon je pense qu'il aurait pas jamais suivi. Si Manta n'avait pas perdu son père à ce moment là, il l'aurait jamais voulu se venger, il aurait juste compris que c'est comme ça que ça se passe et c'est terminé. Donc même Manta il a un code de l'honneur qui est assez appréciable et c'est pour ça que je pense que ça va être un bon méchant dans le deuxième film. Il y a une scène post-générique pour ceux qui savent pas où on voit Manta être récupéré. Il y a un certain code de l'honneur que j'ai bien aimé, c'est le méchant Patrick Wilson, que j'ai pas trouvé les motivations très intéressantes. Oui, il veut faire la guerre aux humains, plus par soif de pouvoir que par le fait de faire la guerre pour des raisons écologiques, et ils auraient dû peut-être explorer cette part de pouvoir. Je pense qu'un bon développement de personnage par rapport à ce personnage aurait justement été qu'il tue Willem Dafoe, donc le vizir, son noble vizir. Le fait de tuer Willem Dafoe, même si j'aime bien ce personnage, il n'y a pas de raison de le buter en vrai, aurait rendu peut-être le personnage de Patrick Wilson plus menaçant, et on aurait compris que c'est plus une soif de pouvoir, et on n'aurait pas sous-entendu que c'est une soif de pouvoir. Et si c'est pas tuer lui, c'est tuer Dolph Lundgren, qui était l'un des rois à tuer, parce que le fait de tuer un roi no-name, c'est pas très intéressant non plus. Ok, t'as tué un philosophe et un poète, on le connaît pas, on s'en fout. C'est pas parce que tu dis que c'est un philosophe et un poète et un roi qui a de bon cœur et qui veut éduquer les humains que le buter ça fait de toi un méchant. Ça fait de toi un méchant, mais pas un méchant impactant, donc ils auraient peut-être dû choisir quelqu'un à tuer autre qu'un mec no-name, un roi no-name. Le pire c'est qu'ils tuent deux rois no-name, genre ils tuent le roi orc scarabée à la fin là. C'est un peu les orques de l'univers, orc crabe. Ouais, crabe, je sais pas ce que c'était le truc à la fin. Donc il aurait pu être plus menaçant, ses capacités de combat, bah c'est pas quelque chose de menaçant. Ils ont fait le truc à la Creed, où tu vois genre les stats des deux personnages avant le combat, c'est pas du développement de personnage à mes yeux ça. Dans Creed ça marche bien parce qu'il y a l'effet de répétition, du coup dans Creed tu vois toutes ces personnes défiler avec leurs stats, et tout à la fin t'as la méga stat du mec qui a pas été vaincu. Là t'as pas ça, parce que c'est pas le but du film et c'est pas le but du combat. Je pense qu'il aurait quand même fallu un meilleur développement de personnage pour le méchant, même si c'est vrai que le fait de tuer un personnage qui n'était pas no-name aurait complètement scellé le destin du personnage, dans le sens où je pense qu'il aurait été tué, ou du moins il aurait pas été dans la suite, ou il aurait été dans la suite mais en prison en tant que méchant. Je pense qu'il voulait vraiment le laisser en tant que gentil, mal compris, qui a échoué dans son rôle de roi. Tout ça pour dire que j'ai pas trouvé menaçant, ou intimidant, ou un bon méchant. Voilà, il est lambda, ça va. J'ai beaucoup aimé les flashbacks entre Zuri, je crois il s'appelle, Zuki, je sais plus comment il s'appelle, Willem Dafoe et Arthur quand il est enfant, même si c'est vrai que l'adolescent Jason Momoa jouait très très mal, c'était gênant. D'ailleurs, toutes les scènes où il y a que de l'eau ou que du ciel, en général, le fond vert était un peu dégueulasse. C'est pour ça que je dis que c'est pas toujours incroyable ce qu'ils ont fait niveau effets spéciaux. Et j'ai bien aimé du coup la relation entre Willem Dafoe et Jason Momoa. C'était sympa, il y avait cette sorte de relation père-fils, mais pas trop. Mais ils auraient pu encore plus à développer, je pense. Mais après le film dure déjà 2h25, alors c'était compliqué. Le schéma narratif, on l'a tous vu. C'est le mec qui veut pas être roi, qui va arriver, affronter le vrai roi, il va perdre, il va s'en aller, prouver le fait que c'est un vrai roi. Enfin, c'est un peu Black Panther au final, ou La Planète des Singes 2, ou tous les films comme ça. Au final. Mais Atlantide c'était une claque. Atlantide j'ai beaucoup aimé. Atlantide c'était très beau, il y a un vrai amour pour t'immerger dans le monde d'Atlantide. Et t'as plein de plans qui rendent l'immersion plus importante. Et tu te sens submergé justement par le poids de l'océan, par la pression atmosphérique de l'océan. Ouh là 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 là, ce que je viens de dire. J'étais vraiment immergé dans le truc, surtout dans le passage de la fossée où t'as tous ces ennemis qui sautent sur Jason Momoa et Amber Heard. Je sais pas à quoi me faisait penser ce plan. Peut-être aux Dents de la Mer, je sais plus. Mais ce plan justement où t'as Jason Momoa et Amber Heard avec la lumière et ils descendent dans les abysses. C'est un plan méga connu, je sais pas si c'est un tableau ou si c'est un truc, mais je l'ai vu des milliers de fois ce plan. Justement la lumière qui entoure, enfin je sais plus où je l'ai vu, mais c'est un plan que j'ai trouvé magnifique et d'une claire inspiration Lovecraftienne à ce moment-là. Toute la créature de fin où tu sais pas trop ce que c'est complètement Lovecraft. Même si le moment où ils arrivent sur l'île cachée c'était Jurassic Park avec les ptérodactyles et tout, c'était trop drôle, c'était n'importe quoi, genre la mer cachée, notre dimension où il y avait une île.
n'importe quoi, j'ai adoré, franchement j'ai adoré. C'est le moment du désert que j'ai trouvé un peu bizarre, j'ai trouvé ça logique, qu'est le désert du Sahara, et j'ai trouvé ça cool d'avoir une sorte de moment à la momie. C'est un moment que j'ai trouvé super sympa, et ça servait au développement entre les deux personnages, et c'était un moment où genre tu t'écartes le plus possible de l'eau, tu vas dans le désert, bon choix. J'ai aussi beaucoup aimé le gag avec le chien au début, chien qui disparaît, donc on suppose qu'il est mort, je suis un peu triste, il a dû mourir de vieillesse. Et la chèvre, quand Arthur et Mira sautent de l'avion, la chèvre qui regarde le pilote en mode what the fuck. Le passage en Italie, j'ai trouvé génial. Avec la musique, avec les couleurs, ça m'a donné envie d'aller en Sicile, merde. J'ai trouvé ça super chou. Avec Mira qui découvre les humains, les fleurs, elle bouffe la rose, enfin j'ai trouvé ça génial. C'est le charme que je voulais d'un film et je l'ai eu et je suis content. Et toute la scène est bien éclairée, le combat avec Manta je l'ai trouvé cool, le plan séquence sur le sbire génial. Enfin, j'ai trouvé cette scène vraiment divertissante, bien foutue et c'est bien comme film, c'est vraiment cool. Et c'est ça le truc, c'est que c'est cool et j'aime les trucs cool. Je vais finir là parce que la vidéo est un peu longue et c'est que moi qui dis ce que j'aimais dans le film, mais le Kraken, c'était un mélange entre le Kraken de la Colère des Titans et genre le monstre de fin de Pacific Rim 1 ou 2, je sais plus lequel, avec les tentacules, je crois que c'est le 1. Et t'as le Kraken qui sort, et t'as Aquaman en jaune, en slow motion, qui arrive, tu vois. Bon, tu te sens moins viril après Jason Momoa, mais c'était le meilleur moment du film, super satisfaisant, t'es en mode voilà, je vais niquer des mères. Et t'avais besoin de ce moment, tu vois. À la fin, je voulais pas de la compétition. Un mec qui galère, je l'ai eu durant tout le film, à la fin, je voulais juste qu'il nique des mères. Et je l'ai eu, et je suis content. Je suis très content de ce film, merde. Red, je t'aime rien, non, j'aime Aquaman. Et le moment à la fin où les deux parents se revoient, c'était mignon. Voilà, j'aime bien. Aquaman, c'est cool. Donc dites-moi quelle était votre scène préférée d'Aquaman. Moi, c'est entre la fosse et le Kraken, même si j'aime penser que c'est le même moment. Génialissime. Pensez à me dire dans les commentaires, en plus de votre scène préférée, si vous avez détesté ou adoré le film, et si oui, pourquoi. Sinon, pourquoi aussi. Si vous aimez la chaîne, pensez à vous abonner pour plus de vidéos. Si vous aimez vraiment la chaîne, vous pouvez la soutenir gratuitement grâce au lien YouTube dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.